Bonsoir à tous, lundi 2 décembre, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Voici les titres de ce journal. Une centaine de bénévoles pour replanter 3000 arbres dans la forêt de Saint-Apolline à Plaisir. Cette opération de reboisement s'est déroulée samedi, initiative du Conseil départemental des Yvelines, avec la collaboration de l'entreprise Reforest Action. Retour sur le déplacement de Christophe Castaner au Mureaux. Le ministre de l'Intérieur est venu présenter sa feuille de route contre l'islamisme et le repli communautaire. Une expérimentation est menée dans la ville depuis février 2018. Et puis comme tous les lundis, ce qu'il faut retenir du week-end sportif yvelinois avec notamment la défaite de l'Union Rugby Centre 78 dans le championnat Honneur. Et nous parlerons tout à l'heure aussi de l'arrivée des réfugiés tibétains demain à Villepreux avec une association qui œuvre en leur faveur. Mais avant de développer ces titres, on va revenir sur ce rendez-vous qui est chaque 1er décembre tous les ans. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Il y a un moment de mobilisation, de sensibilisation autour du sida. Si on prend le cas de l'Île-de-France, chaque année, environ 2500 nouveaux cas sont détectés. Jérôme André, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'HF Prévention. Alors, elle a beaucoup de vocation, cette association, mais elle sensibilise. Elle a fait également des actions d'information notamment sur le sida. Juste déjà pour reposer le contexte, où en est-on concrètement aujourd'hui? Alors il y a ce chiffre dont on parlait en off tout à l'heure, moins 7% de cas de contamination, ça c'est la nouveauté cette année. Alors c'est la nouveauté, effectivement. On a donc ces nouveaux chiffres qui ont été donnés par Santé publique France et qui montrent qu'effectivement il y a donc des nouvelles synergies qui se créent sur le territoire. Notamment on a Paris sans sida, mais aussi Île-de-France sans sida, qui gère une nouvelle dynamique pour lutter contre le virus du sida. Et puis ce chiffre est aussi dû au fait qu'aujourd'hui, une personne qui est diagnostiquée, traitée, ne contamine plus par le VIH. Et ça, c'est un petit peu donc la révolution. C'est donc les traitements qui permettent effectivement aussi cette baisse liée donc au dépistage qui est fait sur le territoire. Alors c'est une idée reçue qu'on entend constamment. Meurt-on du sida encore aujourd'hui? On meurt encore aujourd'hui du sida si on n'est pas donc traité. Et donc c'est important de le rappeler. Si on n'a pas accès aux médicaments, si on n'est pas traité, si on n'est pas donc diagnostiqué, on ne peut pas avoir accès aux médicaments et donc on meurt encore du sida. Aujourd'hui, une personne qui est diagnostiquée, traitée, va gagner en durabilité, en durée de vie, parce qu'elle aura accès donc au traitement. Et votre association a notamment la vocation de déconstruire ces idées reçues. On aura l'occasion d'en parler juste après. Si on parle du cas de la France, est-ce qu'elle contribue encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle a une place de leader dans ce fonds mondial de lutte contre le sida? Il y a une action qui remonte à quelques mois, la boucle du ruban rouge, qui sensibilisait justement à ce désengagement de la France. Alors justement, donc, il y a eu la boucle du ruban rouge qui a eu pour vocation de mobiliser 38 villes contre le sida. Et on s'est bien rendu compte que le fait d'avoir un levier, notamment de la région Île-de-France, sur Emmanuel Macron, a permis justement que celui-ci donc prenne les choses à bras-le-corps et que le Fonds mondial soit reconstitué pour justement permettre, et on l'espère, une éradication du virus pour 2030. En tout cas, c'est ce que souhaitent donc les professionnels. Mais on le rappellera jamais assez, c'est important de sensibiliser donc plus largement les gens, la population, au dépistage. Le Fonds mondial, c'est important, mais les actions concrètes sur le terrain, ça l'est 10 fois plus. Des actions qui sont mises en place notamment par votre association et qui combat, on le disait, de nombreuses idées reçues. On entend que le sida ne touche que les homosexuels, les séropositifs sont contagieux, les moustiques transmettent le sida. Voilà, c'est des idées reçues qu'on peut entendre sur le terrain. Ça, c'est important de déconstruire justement ces idées. Alors c'est important de déconstruire et d'ailleurs les moins 7% sont vraiment plus particulièrement sur les jeunes gays, moins de 25 ans, donc non issus de l'immigration. Donc pour le coup, on montre bien qu'il y a une vraie volonté de pouvoir aller sur le grand public et notamment donc aussi les publics migrants pour avoir plus de prévention, puisque on sent que sur ces publics-là, les plus de 45 ans et les migrants, c'est pas encore ça qui est ça. Et pour le coup, il convient de déconstruire donc ces idées reçues. On ne contamine plus si on est donc sous traitement. Ça, c'est quand même la nouvelle de l'année. Et pour le coup, les problématiques de sérophobie font que les gens se sentent encore exclus.
On imagine une action aussi auprès des jeunes. Il y a un étudiant sur 2 qui n'utilise pas de préservatif aujourd'hui. Oui, nous, ça nous désespère. On fait 13 000 dépistages en Ile-de-France. HF Prévention réalise 13 000 dépistages du VIH, notamment en université. Et on sent bien qu'il n'y a pas de prévention qui est faite largement. Et on sent bien que les jeunes se sentent plus concernés. Pour eux, aujourd'hui, c'est une maladie de vieux. Donc, ils estiment qu'ils sont plus du tout... et pourtant, malheureusement, 1,63% des gens qu'HF Prévention va diagnostiquer, donc c'est colossal, sont effectivement contaminés par le virus du sida et pourtant ils sont hétérosexuels et moins de 25 ans. Et vous allez à la rencontre des jeunes, notamment dans les Yvelines. Alors l'association est née à Trappes en 2004, mais elle s'est étendue à tout le territoire aujourd'hui, oui, c'est ça ? Tout le territoire non, mais en tous les cas beaucoup de régions. Ça me vaut d'aller un peu partout, mais pour le coup on sent bien que l'État se prend au jeu de dire que voilà, il faut innover, qu'il faut aller vers les gens. C'était pas le cas il y a encore quelques années. On a été pionniers là-dedans. L'année prochaine, on va aller encore plus loin puisqu'on va aller à 16 000 dépistages en Ile-de-France. Et puis, la région de Ile-de-France est avec nous et à nos côtés, notamment, et le laboratoire Gilead, pour pouvoir sortir une intelligence artificielle. On espère pouvoir la montrer l'année prochaine en plateau, ce qui permettra notamment de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir aussi leur proposer des autotests gratuits directement livrés chez eux. Et ça sera vraiment une révolution. La prévention autour du dépistage, vous en parliez. Quand faut-il faire un dépistage, justement ? Alors, j'ai envie de dire au moins une fois par an, si ce n'est aussi une fois tous les 3 mois, si on a donc des rapports à risque. C'est important effectivement de pouvoir se dépister rapidement. Aujourd'hui, on peut se dépister dans les centres de dépistage anonymes et gratuits, donc les CEGID, mais le centre de dépistage anonyme. On peut aussi aller se dépister directement dans les laboratoires pharmaceutiques. On peut aussi aller se dépister dans les pharmacies. Il y a une possibilité d'acheter dans ce qu'on appelle les autotests. On peut aussi en donner gratuitement à HF Prévention. Il y a différentes possibilité de se faire dépister. L'idée, c'est vraiment d'y penser et de pouvoir se dire qu'il faut aller au dépistage le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, ces lieux de dépistage, on peut les retrouver dans une application qui a été développée par HF Prévention, c'est Trouve un préservatif. On peut trouver un préservatif grâce à cette application, mais aussi les lieux de dépistage autour de chez nous. C'est l'application TUP pour trouver des préservatifs et des lieux de dépistage partout en France, qu'ils soient fixes ou mobiles. Ça vous donne la possibilité donc d'avoir à la fois des capotes et à la fois du dépistage, quelle que soit l'heure. On va vous donner donc les informations qui vont bien. Et puis TUP aujourd'hui, c'est un véritable succès. C'est devenu l'application mobile numéro 1 en santé sexuelle en France. Elle est marinée par Marina Carrère-Dancos du Journal de la Santé de France 5. Et pour le coup, 420 000 personnes l'utilisent quotidiennement. C'est colossal. On ne s'attendait pas quand on a créé HF Prévention à autant de choses effectivement qui se déploient. Et puis TUP, quand on l'a imaginé, jamais on s'était dit il y a 5 ans que ça rencontrerait un tel succès. Un dernier mot, ce genre d'action auprès notamment du public jeune. Il y a aussi le Virus War qui a été un jeu, je crois que c'était un jeu en réalité virtuelle. Ouais, c'est un game changer en réalité virtuelle. De proposer ce genre d'action. Ouais, parce qu'aujourd'hui les jeunes ont besoin d'avoir des choses interactives, ludiques, et puis ça modifie les comportements puisque c'est un game changer. Alors on l'a développé avec des fusils laser dans un environnement de 600 mètres carrés de zone de jeu, et puis voyant que ça marchait bien, on l'a créé en réalité virtuelle. C'est téléchargeable, c'est gratuit. Vous pouvez avoir directement Virus War sur Google Play et l'App Store. Merci Jérôme André, directeur d'HF Prévention. On aura l'occasion de reparler de cette association parce que vous allez bientôt fêter vos 15 ans. Merci. Exactement, à vous. Merci. Au lendemain du séminaire des préfets sur la lutte contre le repli communautaire, le ministre de l'Intérieur était en visite sur cette thématique. Christophe Castaner se déplaçait vendredi en compagnie du secrétaire d'État Laurent Nunez au Mureaux. La ville fait partie des 15 communes expérimentales d'un projet pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Mathilde Demilly. Visite de la mairie des Mureaux, rencontre des policiers au commissariat, échange avec des associations intercultes. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, présentait aux acteurs de la ville les perspectives de la lutte contre l'islamisme et le repli communautaire dans le département. On commence à peine au niveau des liens. Après, c'est vrai qu'on a déstabilisé un petit peu certains points de stupéfiants parce qu'ils n'étaient pas habitués
avoir des patrouilles à pied sur le secteur. Nous avons vu que cette politique d'entrave au développement de l'islamisme a pu porter ses fruits. Et au Muro, nous l'avons constaté. Et donc c'est cette méthode que nous voulons renforcer ici au Muro, mais que nous voulons appliquer sur l'ensemble du territoire national. Il ne faut pas croire que le risque de développement de l'islamisme serait cantonné à quelques quartiers, y compris des quartiers qui n'ont plus rien à voir avec l'image populaire que l'on peut avoir, comme les Mureaux ici, dont on a vu que les Mureaux de 2019 n'ont plus rien à voir avec les Mureaux de 2000. Et donc il est essentiel que nous inspirions des bonnes pratiques, de ce travail mutualisé de tous les services. Pour le ministre, il faut faire de la lutte communautariste et islamiste une priorité. 1900 emplois de policiers et gendarmes seront dédiés sur le sujet et les lieux culturels, sportifs et associatifs qui se radicalisent seront surveillés et fermés. Le ministre rappelait que l'islam a toute sa place en France, contrairement à l'islamisme. Sachez que les musulmans sont les premiers confrontés à ces problématiques, sauf que nous visitons, et dans le cadre de l'échange nous avons précisé les nuances, nous visitons le problème dans sa solution, parce qu'il faut le visiter dans sa solution, il ne faut pas dire que ça ne va pas, il faut dire comment on répond à un certain nombre de problèmes et de problématiques à travers une vision globale, une vision partagée, avec un cahier des charges exigeant. Une politique globale d'accompagnement, c'est ce que souhaite Christophe Castaner pour les villes sensibles et les quartiers prioritaires. Je pense que c'est bien que dans l'unité républicaine, nous prenions ce sujet à bras-le-corps parce qu'il est en train de fracturer une partie de notre pays et tout cela n'est pas un très très bon signe que nous adressons à nos concitoyens. Une expérimentation qui devrait donc s'étendre dans les années à venir sur tout le territoire. Il est occupé actuellement par plus de 700 migrants. Un camp situé sur un terrain vague à Achères doit être démantelé à partir de demain par la préfecture des Yvelines. Ces réfugiés tibétains vont être accueillis provisoirement dans plusieurs villes du département, dont une centaine à Villepreux, au complexe sportif Alain Mimoun. On parle de cette actualité avec une association, deux invités en plateau. Daye Diakité, bonsoir. Président de l'association Mali Lemounou, et également Habib Attili avec nous en plateau. Vous êtes porte-parole de cette association qui est basée à Plaisir et qui rayonne dans tout le département. Elle est notamment engagée dans la cause des réfugiés tibétains, mais pas que, on aura l'occasion d'en parler. Je le disais, ces réfugiés tibétains étaient installés depuis août à Achères. Ce n'est pas la première fois qu'un campement de migrants est démantelé sur place. Vous vous êtes déjà rendu là-bas ? Oui, on s'est déjà rendu là-bas l'année dernière. Depuis le 3 décembre de l'année dernière, du coup 2018, on agissait sur le camp, mais ils étaient sur le côté de Conflans, Conflans-Sainte-Honorine. Et du coup, ce camp-là, il a été démantelé. Et là, cette année, il s'est reformé, mais sur la ville d'Achères. Depuis août. Qu'est-ce que vous faisiez sur place ? Quel type de mission ? C'était des distributions de repas, de couvertures, de duvets, de tentes pour les personnes, parce qu'ils étaient vraiment logés devant une déchetterie. Donc c'était des conditions très difficiles pour l'humain. Donc voilà, on a apporté un peu de réconfort moral aussi, qui est très important, parce que ces personnes, ils ont vécu des choses pas très faciles chez eux. Parce qu'on rappelle le contexte, ils ont fui le Tibet, une région autonome de la Chine où le contexte très tendu sur place avec le pouvoir central, et ils sont en quête de liberté, on peut le dire. Exactement, ils sont en quête de liberté, et c'est ce qui les amène chez nous, parce que c'est les valeurs de la France, la liberté. Donc ils se retrouvent chez nous. Il faut qu'on leur montre que chez nous, ils sont libres. Voilà. Et du coup, dans quelles conditions ils vivaient sur place ? C'était des conditions assez précaires ? Très précaires. Bon, après, ils ont su s'organiser aussi entre eux. Donc voilà, il y a des associations qui sont venues auprès d'eux aussi pour leur prêter main forte. Mais c'est assez précaire, il y a le froid, ils n'ont rien pour se réchauffer, ils n'ont rien pour se couvrir. Donc c'est assez compliqué, en tout cas, les conditions qui sont sur place. Donc ça devenait une urgence d'agir, de démanteler ce camp et de trouver, en tout cas, dans une urgence, une solution de relogement pour le moment ? Surtout là, avec la période hivernale qui va arriver. Donc là, c'est bien, en tout cas, il fallait agir et il faut agir. Donc c'est très bien. Alors la prise en charge, allez-y. Oui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour en arriver à ce démantèlement. Ça fait plusieurs mois qu'il est demandé. Oui, ça fait plusieurs mois que c'est demandé par la Ligue des droits de l'homme de Conflans notamment, qui fait un très gros travail avec Martine, etc. Donc c'est parti jusqu'en cour de cassation, au Conseil d'État. Il y a eu des jugements et tout. Donc c'est tombé, la nouvelle elle est tombée. On est très contents. Et après, nous on a vraiment agi au sein de l'association
pour mettre ça un petit peu, on va dire, en lumière au grand public sur les réseaux sociaux. Et après, on s'est entouré tout de suite de nos partenaires, notamment les jeunes du quartier du Valibou à Plaisir, qui se sont vraiment engagés, notamment dans les récoltes devant les magasins, sur le terrain. Puis après aussi, nous, on voulait vraiment mettre en avant les jeunes, les quartiers populaires qui se sont tous mobilisés suite à notre appel sur les réseaux sociaux. Vous avez la ville de Chanteloup, notamment en la personne de Sonia, qui est une personne très engagée aussi sur le terrain. Et vous espérez encore continuer à vous mobiliser, à aider en tout cas sur place, puisque pour le moment, en tout cas, la prise en charge sera assurée par la préfecture des Yvelines en collaboration avec une association qui s'appelle ACR. Vous espérez aussi apporter votre pierre à l'édifice ? Bien sûr, on est une association locale. Il est tout à fait légitime que ce soit nous, en tout cas, qui faisons partie, en tout cas, de la prise en charge de ces personnes-là. Et l'objectif maintenant, ça va être de se battre pour qu'il y ait, alors ça c'est une solution d'urgence, de trouver peut-être des relogements plus pérennes qui sont plus stables. C'est une priorité. Le premier objectif pour nous, c'était le relogement de ces personnes-là et qu'ils ne soient plus dans ces conditions. Ça, c'est atteint. Maintenant, la suite, ça va être leur régularisation. Puis après, de leur trouver des logements et qui s'insèrent dans la société. Ça fait partie de vos missions, ça. Alors, avant de parler des autres aussi publics qui sont aidés, d'aider ces personnes, en plus de les aider, de les accompagner dans des démarches administratives aussi, par exemple. C'est important pour nous de les accompagner parce que il suffit pas de simplement faire une action mécanique. Mais le suivi moral, etc., c'est très important pour nous. Au moins, on sait qu'ils vont bien, ils s'insèrent dans la vie, et après, ils réussissent. Et là, après, on peut les laisser tranquillement faire leur vie. Et un mot pour terminer sur les missions plus globales de votre association qui s'adresse à ces réfugiés tibétains, mais pas que. Ce sont des actions humanitaires orientées vers tous les réfugiés, aussi les sans-abri. Que ce soit réfugiés, sans-abri, personnes SDF, toute personne nécessiteuse. Donc voilà, ça peut être en forme de colis alimentaires, en forme de maraude. Donc voilà, ou lorsqu'il y a des catastrophes naturelles aussi, donc on peut agir aussi à ce moment-là. Donc après ça, on a aussi les hôtels sociaux. Donc pour égayer les journées des enfants, on essaie de faire des kermesses. Donc voilà, donc c'est aussi un moment qui est important. Donc pour les enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des endroits, dans des grands parcs Astérix, etc. Mais en tout cas à ce moment-là, ils peuvent se procurer un peu de bonheur à ce moment-là, quoi. Et on retrouve toute l'actualité, toutes les informations sur cette association Mali Les Mounous sur la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Daïe Diakité et merci à Abi Batili d'être passé sur ce plateau. Et concernant l'accueil des réfugiés tibétains à Villepreux, la commune a assuré dans un communiqué que 100% de ses activités sportives seraient maintenues, tout comme le Téléthon. Pendant cette période d'hébergement, certaines activités seront transférées temporairement à l'espace Michel Petrucciani et d'autres structures communales. Une grande journée de plantation samedi dernier. La forêt de Sainte-Apolline à Plaisir s'est agrandie de 3000 arbres supplémentaires. Initiative portée par le conseil départemental des Yvelines et l'entreprise Reforestation. Plus d'une centaine de bénévoles est venue prêter main forte sur place. Retour avec Mélanie Poquet. Bottes, bêches et gants, ils étaient plus d'une centaine à pied d'œuvre ce samedi. Ces bénévoles plantent hêtres et chênes pour reboiser la forêt de Sainte-Apolline. Quand je vois toutes les actualités, j'ai envie que ça change. Quelque chose de durable aussi, quelque chose qu'on peut laisser aux générations futures. Donc ça a du sens. Durant ce week-end, près de 3000 arbres ont été plantés sur une parcelle de 15 hectares. 2 essences principales accompagnées d'autres arbres pour favoriser leur pousse. On va mettre les chênes au milieu du carré. Autour, on va faire un périmètre avec des bouleaux, des pins sylvestres ou des charmes qui vont avoir une fonction de gainage. C'est-à-dire qu'ils vont créer de l'ombre autour des chênes et les chênes donc, vont être contraints de pousser un petit peu en hauteur. Pour cette action, les Yvelines se sont associées à Reforestation, une entreprise qui intervient dans 20 pays. La plantation vise à aider la régénération. Dans certains cas, la régénération naturelle ne se fait pas toute seule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle génération qui arrive. Et donc là, il faut l'accompagner. Là, on est sur une première vague sur l'année et demie de 3000 arbres, mais on compte bien aller bien au-delà. Je parle de la forêt de Sainte-Apolline, bien sûr, mais pas uniquement, sur tous les espaces départementaux.
La forêt de Sainte-Apolline est un massif de 300 hectares à dominante feuillue surplombant le plateau de Versailles. Elle est gérée par le département. Les Yvelines possèdent 36% d'espace forestier sur son territoire. Ah, tu lui envoies un baiser ? Ah bah voilà. Une catastrophe écologique dans les Yvelines en février dernier. Le pipeline Île-de-France de Total se rompait au niveau d'Autouillet et de Boissy sans avoir. Le préfet des Yvelines vient d'autoriser le groupe pétrolier par arrêté à exploiter à nouveau le pipeline. Son utilisation reste toutefois sous basse pression. La préfecture demande également à Total d'effectuer de minutieux tests de détection de fissures. Pour rappel, cet événement avait provoqué la fuite de 900 mètres cubes d'hydrocarbures dans des champs environnants. 6 associations avaient porté plainte contre X pour faire toute la lumière sur les responsabilités. C'est une initiative lancée il y a tout juste 2 ans à Guyancourt. L'Épi du Routoir est une épicerie bio sans salariés initiée par la Sauce Régale. Le principe, chaque adhérent donne un peu de son temps pour la gestion des produits et des produits qui viennent de producteurs locaux ou en circuit court. Premier bilan avec Mélanie Poquet, la voix de Marilène Pichino. Du coup, je te valide les 12 Claire est adhérente depuis 1 an. Une épicerie bio sans salariés, l'Épi du Routoir à Guyancourt. Au départ, je suis venue pour trouver ce que je cherchais, et puis au fur et à mesure, on peut être force de proposition. Dès qu'on connaît un petit producteur, en parler et en fait le proposer. Montée par des membres de la Sauce Régale il y a 3 ans, l'épicerie fonctionne depuis 2 ans. À l'ouverture de l'épicerie, une vingtaine d'adhérents y participaient. Aujourd'hui, ils sont 65. Le principe, c'est que chacun donne 2 heures de son temps par mois. Donc au final ça peut paraître beaucoup, mais en fait quand on réfléchit, c'est en fait au lieu d'aller de regarder un film qui dure 2 heures, on vient une fois par mois participer au fonctionnement de l'épicerie. Un lieu unique où aujourd'hui sont vendus les produits de 30 producteurs venus de toute la France, comme les terres du lendemain, maraîchers de Molière. On essaye de distribuer le maximum en local pour revaloriser les producteurs locaux et les produits locaux, parce que nous, du coup, on produit des légumes et des plantes aromatiques en permaculture, et on aimerait que ça puisse toucher au moins le public local, quoi, en premier lieu. Pour les prochains mois, l'Épi du Routoir vise la centaine d'adhérents. Prochain projet, un café participatif. Et comme tous les lundis, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction de TV78 pour nous faire un panorama des principaux résultats sportifs du week-end. Du rugby pour commencer, Mickaël, on va parler de division d'honneur. L'URC 78 n'est pas passé loin d'une victoire. URC 78 Rock Giffois, c'était le choc de milieu de tableau de division honneur et ce match a tenu toutes ses promesses après une grosse bataille dans la possession. Le stade Roger Coudert de Montigny-le-Bretonneux a finalement vu les visiteurs s'imposer dans les derniers instants du match. Score final 18-17, rageant forcément pour les Saint-Quentinois. On écoute les réactions. À chaud, c'est pas compliqué. Ils ont fait un très beau match. Ils ont joué comme il fallait à l'extérieur. Ils ont réussi à prendre le score. Et derrière, ils ont des bons rugbyman qui ont bien joué et bien géré les temps forts, temps faibles. Et du coup, à la fin, ça joue à rien, mais c'est pour eux. Je pense qu'on fait pas un mauvais match en effet, qu'on se crée les occasions pour aller au bout. Il y a eu plein de petites erreurs dans des zones de marque qui nous coûtent cher parce que l'arrivée, on meurt à 1 point alors qu'on aurait dû beaucoup plus scorer. Pour faire un bon match, il faut 2 équipes. Donc effectivement, on fait une belle prestation. Et on a failli passer à la trappe d'ailleurs dans les dernières minutes, puisqu'on menait de 8 points à 5 minutes de la fin, et puis on se fait remonter quand même. Donc, mais on n'a pas perdu pied, on est allé jusqu'à la fin, jusqu'au bout de la concentration, de la lucidité, pour aller rechercher les points qu'il fallait. Malgré cette défaite, l'URC 78 prend le point de bonus défensif. Les Saint-Quentinois se retrouvent 3e du championnat avec 23 points et 5 victoires depuis le début de la saison. Un bilan inattendu après 8 journées pour ce nouveau club issu d'une fusion entre le Sky Rugby et Montigny-le-Bretonneux. Il était très positif avant le match, un peu moins aujourd'hui. Maintenant, c'était une fusion aussi, donc il y a un groupe qui est en train de se créer. Donc c'est aussi des matchs comme ça qui nous permettent de renforcer ce groupe. L'objectif déjà, c'était sportif à la base. On se prend un petit peu au jeu. Maintenant, aller finir dans les 4 premiers. Ça va être dur, mais il faut être ambitieux. Prochain match pour l'URC 78 le dimanche 8 décembre sur le terrain de Lagny, une équipe de bas de tableau de division honneur. Du football pour continuer, ça va mieux pour Trappes.
Troisième match sans défaite pour Trappes dans le championnat de Régional 2. Trappes jouait ce week-end contre Ivry à domicile et les Trappistes ont gagné 1-0 devant leurs supporters. Cette troisième victoire de la saison permet aux joueurs d'Hicham Zerdi de reprendre espoir dans la course à la montée. Les Trappistes sont 9e sur 12 équipes engagées. Prochain match contre Versailles pour le derby yvinois le 15 décembre prochain, toujours à domicile. Et on termine par du basket, un résultat de National 3. 9e journée, Trappes s'est imposé 79-77 face à Fécampoix sur son parquet. De son côté, le Chesnay-Versailles s'est imposé 74-56 à domicile. Au classement, on retrouve les deux équipes yvinoises dans le top 5. Le Chesnay-Versailles est deuxième à un petit point de la première place et Trappes pointe à la 4e place du classement. La 10e journée est programmée le week-end prochain. Merci Mickaël, ces résultats et bien d'autres encore à retrouver dans quelques minutes sur TV78, votre émission, le 7-8 Sport. On devait vous passer ce soir un sujet bilan sur l'équirando. Vous le retrouverez demain dans cette édition du journal sur TV78 à retrouver donc mardi sur TV78. On va se quitter sur ces images, la destruction du bâtiment de l'ancien bureau de poste de Saint-Quentin en Yvelines, situé avenue du Centre à Montigny-le-Bretonneux. Le chantier a démarré. Il va se poursuivre, ce chantier de démolition, jusqu'à vendredi. Les activités du bureau ont été transférées, pour rappel, dans des nouveaux locaux depuis cet été au sein du centre commercial Espace Saint-Quentin. À la place du bâtiment détruit, un futur édifice qui sera occupé par l'opérateur Orange. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.